Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Eh bien, cette semaine, on va fêter un anniversaire et même peut-être une découverte pour beaucoup d'entre vous. On va parler des 40 ans d'un jeu fondateur pour beaucoup de jeux de rôle japonais, Dragon Quest. Alors Dragon Quest, il y a ceux qui vont me dire, évidemment, on connaît, tu n'en parles jamais. C'est vrai, je prends plein de messages et je vous écoute, vous avez vu. Et les autres qui vont me dire, qu'est-ce que c'est que ça Dragon Quest? On ne connaît que Final Fantasy. Eh bien, je vous ai fait le plateau idéal pour ça, avec un spécialiste Dragon Quest, Mister Daniel Andreev. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Voilà. Gros spécialiste, hein. Ouais, gros spécialiste, j'ai même écrit un bouquin. Un petit bouquin, Ouais, justement, avec lequel tu es venu, tu as le droit. On a un beau visuel. Regardez, c'est aux éditions Third pour tout savoir sur Dragon Quest. Ça se trouve à la fin de l'émission, voilà, vous aurez la Bible pour tout savoir. La Bible au moins ressenti en tout cas sur Dragon Quest. Notre spécialiste Dragon Quest, membre du Merci beaucoup, Turbo, avec ton beau t-shirt. Je voudrais quand même qu'on voit ton beau t-shirt. Faire coucou à toute la clique. Ouais. C'est une petite boutique éphémère, attention, faut se dépêcher. C'est vrai, on peut vous retrouver là, c'est... Et sur le YouTube, sous ma scène Turbo. Bon, bah voilà. On parle beaucoup de Dragon Quest en ce moment. Ça, 5 heures, ils ont parlé de Dragon Quest. Nous, on va faire beaucoup plus court, je vous assure. Faut aller chercher les gosses. Hein. Et face à toi, Bastien Ferrand. Bah écoute, c'est la première fois qu'on te reçoit. Première fois. Et on est ravis. Je suis ravi aussi. En plus avec Daniel, donc très heureux d'être là. Et moi, je vais plutôt, si on va parler de Dragon Quest bien sûr, parler aussi de Final Fantasy, qui est un peu plus ma spécialité. Voilà, fondateur de ffring.com. Exactement, c'est ça. Donc vous avez vu, hein, on va pas les opposer, mais on va voir qu'ils ont énormément de points communs. Alors, pour être complètement transparent, on enregistre cette émission en avance. On est vraiment beaucoup plus proche des 40 ans de Dragon Quest, qui était le 27 mai. Et pour cause, eh bien, en même temps, il y a le Summer Game Fest, où je serai... pas d'émission, donc oui, évidemment, s'il y a des actus qui sont tombés entre-temps, genre par exemple un trailer de GTA 6, parce qu'en général, c'est ce qui nous arrive quand on fait des émissions en avance, mais voilà, on en parlera à mon retour plus tard en juin. Les inconvénients du différé. Voilà, exactement, ce sera pour plus tard. Et bien, on va partir sur l'actu à chaud du moment, les 40 ans de Dragon Quest. Alors, un jeune héros inexpérimenté qui est contraint de s'enfuir très loin à cause d'un événement et parcourir le monde avec des compagnons. Tout ça pour accomplir un destin, évidemment, sauver le monde ou l'univers. Vous avez l'impression que je vous raconte le résumé de beaucoup de jeux de rôle japonais? Et bien pour cause, c'est surtout le résumé du tout premier Dragon Quest. Est-ce que je suis à peu près bien, Daniel? Il manquerait presque amnésique et je pense qu'il y a le bingo. Le bingo est là. On a fait le bingo? Oui, une princesse dans un château, voilà, un démon maléfique, c'est vraiment du cliché des contes de fées, de chevalerie. Mais c'est un peu comme ça que fonctionne l'Heroic Fantasy à la japonaise, en tout cas quand elle arrive en 87, quoi. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ce Dragon Quest-là, en quoi il va bouleverser les choses à cette époque-là? Alors d'abord, c'est que le RPG en est à ses balbutiements dans le monde. Et le JRPG n'existe carrément pas. Et il a fallu un créateur qui s'appelle Yuji Horii et qui se dit, il est quand même passionné de RPG occidentaux, notamment Wizardry, qui est un peu la base un peu mathématique de Dragon Quest. Et il se dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut quand même qu'on fasse un RPG comme on voudrait, à la japonaise. Et il élabore le premier Dragon Quest sur Nintendo, sur ce qu'on appelle la Famicom. Donc une console 8 bits avec énormément de limitations sonores, graphiques, tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y met toute une certaine passion, il y met énormément de concepts, notamment le fait que c'est un monde ouvert. Si on regarde très bien, on peut aller où on veut avec un personnage tant qu'on arrive à survivre, évidemment. Et c'est les bases d'un style de RPG qui va ensuite avoir une suite très vite. Dragon Quest 2 va arriver très vite ensuite. La particularité de Dragon Quest, c'est à mon avis que les histoires sont en général assez simples. C'est toujours des petits problèmes locaux qui arrivent. C'est des villages à sauver, c'est des villes, dont il faut libérer d'un certain démon ou de certains golems. C'est toujours quelque chose de très très terre à terre. Ah, les gens sont pétrifiés, il faut les guérir. Il y a toujours où la princesse a été enlevée. C'est vraiment des choses très très simples. Mais en fait, on se rend compte que l'écriture est en fait assez fine et tous les problèmes locaux de tous ces villages
qu'on aura sauvé, en fait, on se rend compte que ça fait partie d'un plus grand problème qui, en général, implique un seigneur maléfique qui veut dominer le monde et qu'il faudra battre. C'est très très simple conceptuellement, mais c'est aussi ça qui fonctionne vraiment bien, c'est qu'à chaque fois, on se laisse prendre par une espèce de simplicité, encore une fois, mais aussi d'efficacité. Et il faut que j'ajoute encore quelque chose, c'est que Dragon Quest, dès le début, Yuji Horii s'est associé à deux grands créateurs japonais. C'est aussi ça qui a fait la popularité de sa série. L'un est assez important, qui s'appelle Sugiyama Koichi, qui est un compositeur de renom, qui était quelqu'un qui faisait déjà des musiques orchestrales et qui faisait des génériques télé, qui vraiment avait déjà un nom assez important dans le milieu et qui était gamer, soit dit en passant, et qui lui compose des musiques et des mélodies qui sont restées dans les mémoires de toute une génération de joueurs. Et pourtant, il est parti de quelque chose de très simple, c'est-à-dire le processeur sonore, la 8 bits. Et le deuxième artiste, évidemment, c'est Akira Toriyama. Akira Toriyama qui, là, il venait de sortir d'un manga, qu'il était fatigué, il s'appelait Harale. Il s'est dit, j'ai un petit manga à faire là, sur l'histoire d'un garçon, il s'appelle Son Goku. Normalement, ça ne devrait pas durer trop longtemps, mais j'ai un peu de temps. Et si je vous fais tous les monstres, je vous fais toute l'illustration du jeu, et je design tous les monstres. Et il y met sa patte, qui est un peu cette espèce d'efficacité Toriyama, c'est-à-dire ces monstres qui vous regardent droit dans les yeux, mais qui en même temps sont un peu kawaii, mais un petit peu menaçants. Il les design tous. Et c'est l'assemblage de ces trois personnes qui fait ensuite que Dragon Quest est devenu très populaire d'épisode en épisode, qu'on aimait retrouver ce moment, un moment presque familial avec ces trois géniteurs assez particuliers. On va revenir sur le cas Toriyama, qui est peut-être le plus connu en Occident du trio. Pour revenir sur ce que tu disais sur Sugiyama Koichi, pour vous donner une idée, ceux qui ont regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, donc les Jeux Olympiques 2020, souvenez-vous de l'époque, la musique d'ouverture et la musique d'ouverture de Dragon Quest, c'est pour vous dire l'impact qu'a cette saga au Japon. Un an après le premier Dragon Quest, arrive une autre saga qu'on connaît, alors paradoxalement beaucoup mieux chez nous, qui est Final Fantasy. À quel point l'un aspirait l'autre? À peu près pas du tout, pour toi, Bastien. On a tendance à dire que Final Fantasy est la réponse à Dragon Quest de Square, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on connaît Square Enix qui... C'était Enix, tu as raison. C'était Enix qui donc développe Dragon Quest. C'est Square qui imagine Final Fantasy. Il se trouve que plusieurs années plus tard, les deux sociétés fusionnent pour avoir donc les deux licences dans leur catalogue. C'est une réponse assez directe. Alors c'est aussi sur Famicom, donc c'est aussi un jeu assez basique, assez simple sur NES. On n'a pas encore tout ce qu'on connaît dans les Final Fantasy récents. Alors, il faut savoir que Final Fantasy est beaucoup plus populaire en Europe à partir de Final Fantasy VII, parce que c'est le premier à avoir vraiment débarqué chez nous. Avant, il fallait faire de l'import, il fallait vraiment ruser un peu. Et puis on n'avait pas Internet, on ne connaissait pas encore exactement tous ces jeux-là. Beaucoup de oui dire. Ouais, et puis et du coup, Final Fantasy s'inspire de Dragon Quest, mais a pour autant une philosophie qui est très différente, parce que Dragon Quest a cette volonté de rester dans une formule très traditionnelle. En fait, Dragon Quest surfe sur la nostalgie. Il n'y a pas de, comme disait Daniel, c'est des histoires qui sont assez simples, qui s'imbriquent bien. Il n'y a pas de grand bouleversement. La seule fois où ils ont essayé de faire un bouleversement en Dragon Quest 9 pour essayer de s'affranchir du tour par tour, ça a été très problématique. Là où Final Fantasy a justement toujours eu cette volonté de renouveler un peu la licence. Donc on a des bases communes, mais c'est ça qui est très intéressant dans les deux séries, et c'est pour ça que moi j'aime les deux d'ailleurs, c'est qu'il y en a une où c'est un peu le doudou, où c'est réconfortant, on sait ce qu'on va trouver dans Dragon Quest 12 qui vient d'être annoncé, alors qu'on n'a aucune idée de ce que sera Final Fantasy XVII si un jour il est annoncé. C'est vrai. Tu parlais de doudou vidéoludique, c'est souvent ce qui colle à l'image de Dragon Quest. Pourquoi ? D'abord, il y a eu un vrai choix stratégique de la part de Enix et Yuji Horii. C'est par exemple de conserver certaines choses qui sont des jalons mémoriels. Par exemple, les bruitages qu'on joue à Dragon Quest 1 ou Dragon Quest 9 ou 11, c'est toujours le même bruitage, c'est plus ou moins avec plus ou moins de finesse, mais on reste quand même dans ces trucs un peu clichés où quand on touche un escalier, ça fait ou quand on ouvre une porte, ça fait toujours un peu le même bruit. Enfin, il y a un environnement commun, il y a des choses qu'on retrouve, qu'on aime à retrouver. Des menus, les menus aussi. Des menus, exactement. À l'ancienne.
des menus, des personnages, une certaine manière d'appréhender le jeu, qui font partie un peu de ce qu'on appelle une espèce d'orthodoxie du JRPG. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour retrouver son petit truc de Dragon Quest. Il y a un côté doudou transitionnel, c'est forcé. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit la manière dont ils le marketent des Q11 et même bientôt dont ils vont marketer des Q12, ça va être des pubs nostalgiques avec on va voir des gamins avec leur petite Nintendo qui jouaient quand ils avaient 10 piges, et puis maintenant on va les voir cinquantenaires à dire oh là là, c'est le nouveau Dragon Quest. Ils font ça à tous les coups maintenant. Ils s'adressent, ils savent très bien qu'ils s'adressent aussi à des vieux, et c'est d'ailleurs aussi peut-être le problème de la série, c'est que il faut se renouveler. Et on va parler ça, renouvellement, limite aujourd'hui peut-être. C'est un peu compliqué Dragon toujours Quest. de renouveler avec des choses un peu passées, et notamment maintenant que Akira Toriyama n'est plus, que Sugiyama n'est plus, et que maintenant qu'est-ce que Dragon Quest une fois que ces deux personnes ont disparu. C'est à la fois la force et aussi la limite de la saga. C'est comment faire pour se renouveler tout le temps, alors que finalement on fait toujours une variante d'un même sujet, quoi. Alors tu fais là une magnifique transition. Je voulais qu'on parle de Toriyama parce que c'est l'homme. Alors évidemment c'est un des membres du triumvirat de création de Dragon Quest, mais on lui attribue énormément la patte graphique visuelle de fait de Dragon Quest. On considère souvent même que c'est sa source d'inspiration première, là où il a un peu testé son bestiaire par rapport même à Dragon Ball, qui est pourtant la chose la plus connue. Est-ce que c'est vrai ou pas? On me disait, Ori arrivait avec des dessins un peu rudimentaires, et lui il disait attends, je vais te faire ça bien. Alors pour les avoir vus au musée, effectivement. C'est vrai. Ouais, ça a été exposé. Maintenant, ils ont passé le cap des musées depuis les 30 ans. Hein. Maintenant, c'est bon, ils font régulièrement des expos. Ori il avait une idée précise de chaque monstre. Et alors, son slime, il avait montré un truc qui ressemble à une espèce de bousin avec des yeux un peu tuberculeux, hein, si tu me permets. Genre, ok, slime. Et Toriyama, il fait bouge pas, je te le refais. Et lui, il a fait la forme très simpliste du slime qu'on connaît, avec les deux yeux qui te regardent de face comme ça, et avec un énorme sourire. Il dit voilà, c'est ça que sera le slime. Et il y a un truc qui est fort avec Toriyama, c'est qu'une fois qu'il a trouvé le design, c'est plus la peine de retoucher, c'est toujours la forme définitive, à tel point que toute sa vie durant, il aura fait Dragon Quest. Et même quand on voulait lui faire des retakes, il faisait non, j'aime bien comme ça, c'est fini. Voilà. Et puis ça traverse les générations aussi, c'est-à-dire que le slime tel qu'il est en 87, il n'a pas changé aujourd'hui, et ça nous choque pas dans les artworks. Ils sont toujours à tel point qu'il est l'emblème des 40 ans. Exactement. Et tous les monstres, alors ce qui est assez drôle, c'est que dans certains jeux qui sont annoncés, comme la série des Monsters, qui mettent vraiment là pour le coup l'impact sur les monstres, il y a toujours un monstre en particulier qui va être mis en avant plus que les autres, et ils sont toujours aussi marquants, comme disait Daniel, ils vous regardent dans les yeux. C'est une des particularités de Dragon Quest à sa sortie, c'est que là où dans Final Fantasy on voit nos personnages à l'écran et les monstres, dans Dragon Quest on ne voit que les monstres face à nous dans les premiers, hein, parce que dans les récents on a quand même des vues un peu plus en perspective, et ça confère quelque chose quand même à la série. En tant que joueur, on a vraiment l'impression d'être face à des monstres qu'on aime et qu'on est presque gêné d'affronter. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Final Fantasy. Alors, le slime, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, c'est cette espèce d'énorme bulle d'eau. Comment je peux décrire ça? C'est le gluant, ouais, Ma fille dit la goutte. Voilà. Franchement. Le terme officiel, je crois que c'est le gluant, je crois, en français. On vient de le voir passer à l'écran. Et il y a un truc qui est assez fort aussi avec ces monstres-là, c'est que Toriyama les signe tous, il fait tout le design de tous les monstres, et arrive un moment où dans le 5, justement, les monstres sont tellement omniprésents qu'au bout d'un moment, on peut recruter les monstres pour les prendre dans son équipe, et c'est pas un truc anodin, puisque c'est dans Dragon Quest 5, il a 7 ans avant Pokémon, ils imaginent le système de recrutement de monstres, et les monstres qui viennent t'accompagner dans une carriole avec toi et tout. C'est pas anodin. C'est genre les mecs de Pokémon, ils avaient joué à ça, hein, c'est sûr. On va parler justement de cette influence. J'ai une dernière question sur Toriyama pour tous les deux. Est-ce que c'est le Toriyama de Dragon Quest qui a inspiré plus Dragon Ball, parce qu'il y a presque eu plus d'albums tout derrière Dragon Ball, ou c'est l'inverse? Je dirais l'inverse. En tout cas, je pense que c'est celui de Dragon Ball qui a inspiré le... Je dirais qu'en tout cas, du côté des joueurs, je pense que les gens se sont tournés vers Dragon Quest parce que les jaquettes des jeux étaient splendides et que ça leur rappelait peut-être
le succès du manga Dragon Ball. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça s'est passé en interne. Ouais, quand on voit ça a évolué, hein, parce que les jaquettes des Dragon Quest, des premiers Dragon Quest, c'était assez simple et très schématique. Et ensuite, Enix a senti quand même le coup et ils ont fait, même si c'était pas signé Toriyama, ils faisaient beaucoup d'illustrations basées dessus dans les guidebooks, à l'époque, ce qui s'appelait les modes d'emploi. Alors les jeunes, vous ne savez pas, mais on avait les notices dans on les avait livres. les notices, et il y avait plein de dessins dedans, et donc génial. Ça faisait vivre encore les personnages encore plus. Donc Toriyama, en fait, le truc, c'est que vraiment, il y avait un cerveau qui se séparait, et quand il s'agissait de faire Dragon Quest, il faisait vraiment Dragon Quest. Et c'est pour ça qu'il y a assez peu de ponts entre son style Toriyama, Dragon Quest et Dragon Ball, à part 2-3 personnages où tu peux dire ah c'est Trunks, ah c'est Son Gohan, machin, mais en fait il a réussi à faire différent. Il a réussi à faire assez différent, même son ancrage était assez différent, je trouvais. Et même quand son style a évolué dans Dragon Quest, dans Dragon Ball, il a toujours été constant. C'est vraiment 2 styles très très différents, et en même temps c'est une vision d'artiste assez pertinente, puisque maintenant, enfin comme tu disais, c'est un personnage très distinctif, le slime et tous les monstres. Maintenant, quand on est japonais, on sait d'où ça vient. Quand on voit un slime, ça fait partie de l'image d'Épinal, au même titre que Tintin, chez nous, quoi. J'allais dire, c'est devenu un élément, le slime notamment, enfin le gluant, un élément qu'on retrouve souvent dans la pop culture japonaise, dans des animes, des choses qui n'ont rien à voir au-delà de Dragon Quest. Au Japon, je pense qu'en Occident, c'est un peu moins le cas quand même, et on va plus être marqué par des Pokémon, par exemple, qui pourtant sont hérités de Dragon Quest. Mais au Japon, c'est clair qu'un slime, c'est connu par tout le monde, d'un enfant de 12 ans à un adulte de 40. C'est énorme, et je voudrais d'ailleurs qu'on parle maintenant de l'influence de Dragon Quest. Tu en parlais un peu tout à l'heure, Daniel, sur les autres jeux. Pourquoi est-ce que c'est devenu un tel phénomène qui a inspiré le reste du jeu vidéo? Alors, on parlait évidemment de Final Fantasy, on va revenir dessus, parce que c'était, comme tu l'as dit, Bastien, le grand rival. Il y avait Miyazaki aussi, créateur des Souls, le patron de From Software, qui, lui, n'a jamais caché que les environnements, ça l'avait énormément inspiré, le côté action-aventure. Sakurai aussi, le papa de Kirby. On parlait du slime, je pense que Kirby a un peu de cette idée aussi, qui cite tout le temps Dragon Quest comme influence. Il y a toute une école japonaise qui ne s'en cache pas, et on sait que l'Occident, c'est pareil. Cette influence, elle est immédiate. Quels sont les codes, en fait, qui sont vraiment repris, Daniel, là-dessus? D'abord, la mécanique de RPG, dite au tour par tour, quand même a été l'école majeure, le style majeur des RPG en général japonais, tels qu'ils ont été produits pendant 10-20 ans. Après, il y a certains qui ont pris leurs aises et qui ensuite ont essayé de trouver des choses réalistes, même en étant au tour par tour, mais même le RTS. Enfin, certains styles se sont vraiment inspirés de Dragon Quest. Mais en vrai, c'est impossible d'avoir développé un jeu au Japon sans être passé par la case Dragon Quest en tant que joueur. C'est quasiment impossible, parce que ça faisait partie... On parle beaucoup de GTA et de son impact et du fait que tout le monde va jouer à GTA, mais il faut voir qu'au Japon, quand il y a Dragon Quest, tout le monde s'attarde sur Dragon Quest, et c'est un peu la discussion qu'on a à la machine à café, que tu aimes. Ma fameuse machine à café. Mais oui, en fait, tu sens l'influence de Dragon Quest dans la manière, ne serait-ce que l'XP. C'est des choses qui n'existaient quasiment pas, en fait, qui n'existaient pas du tout dans les jeux japonais, ou même en Occident. Et c'est aussi une raison, c'est aussi sa domination au Japon, a aussi une explication aussi, qu'il est venu assez tardivement en France. Mais on va revenir ça après sur les 20 ans. On a mis 20 ans, nous, à l'avoir. C'est-à-dire que c'est tellement été un style tellement japonais que beaucoup de gens ont cru pendant des années que ça ne marcherait pas en Occident. Même aujourd'hui, on peut en rire quand on voit le succès de Pokémon dans le monde, mais c'était pas garanti que Pokémon s'impose dès le début. Pokémon qui a repris la mécanique de capture de Dragon Quest. Ouais, on a souvent tendance à dire que Dragon Quest 5 a inventé Pokémon. Il y aurait de toute façon eu, à un moment donné, je pense, ça a peut-être accéléré l'idée de ce jeu-là. Dragon Quest 5 inclut donc des monstres à recruter. Il en fait une petite partie de son gameplay. Le génie de Pokémon, c'est d'avoir dit ça va être le cœur de notre jeu. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Et c'est toujours un peu doux amer d'entendre que la série Dragon Quest Monsters est
un plagiat de Pokémon, là où en fait tout a été inventé à l'époque dans Dragon Quest. Oui, d'ailleurs, c'est Taro, le créateur de Nier, qui était derrière ce spin-off et qui, lui, en fait, assumait complètement que ce soit un spin-off de Dragon Quest. Oui. Donc, c'était plus un... Est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est un plagiat ? Non, mais dans l'imaginaire des joueurs, Pokémon étant en Occident, en tout cas, quelque chose qui a frappé culturellement tous les gens de ma génération, peut-être plus que celle de Daniel d'ailleurs, sans vouloir être désagréable. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits. Et comme on ne connaissait pas Dragon Quest à l'époque, eh bien, on a attribué tout le mérite à cette série-là. Voilà. Mais c'est une erreur. Est-ce que c'est vrai toutes les anecdotes qui circulent, parce qu'on parle de l'influence sur le jeu vidéo, mais il y a une influence sur la société japonaise aussi. Le jour férié. Est-ce que toutes ces anecdotes et rumeurs sont vraies ? Est-ce qu'on l'entretient ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou pas le coup de la sortie que le jeu sort le week-end pour éviter les files d'attente et le boxon qu'il y avait le jour de la sortie ? Alors, en fait, c'est venu après Dragon Quest 3, où, soi-disant, les gens ont demandé, enfin, où le ministère de l'Éducation a dit sortez-le le week-end parce que il y avait trop d'absentéisme. Parce qu'il y a trop d'absentéisme à l'école et tout. C'est pas vrai. C'est faux. Le gouvernement, il a rien dit et tout ça. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. La seule chose, c'est que Enix a décidé elle-même la société a décidé elle-même de sortir le week-end parce qu'il y a juste plus de monde. Il y a plus juste d'avoir un jour un peu spécial par rapport aux autres, alors que oui, c'est vrai que les sorties étaient plutôt le jeudi. Ce sera pareil pour Dragon Quest 12 ? Je pense que... Ils vont garder le coup du week-end ? Je pense, mais après, on parle d'un Japon qui est très différent dans les années 80, puisque c'est un Japon où il n'y avait pas de précommande, il n'y avait pas de réservation. Oui, aujourd'hui, les jeux sortent un peu n'importe quand. C'est pour ça. Il n'y avait pas de distributeur, je ne veux pas citer de marque, mais de gens qui te les envoient chez toi. Tout ce Japon n'existait pas. C'est un Japon où les gens allaient dans la rue et faisaient la queue au magasin. Aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Les queues, c'est que pour les événements ou les signatures d'artistes. Ouais. Mais même pour les sorties de consoles, il n'y en a plus. Même pour les sorties de consoles, parce qu'on te livre à la maison, machin. Et en plus, il y a le démat. Donc, c'est vraiment on parle d'un autre Japon. Cependant, il y a un truc qui est assez rigolo et qui n'est pas une légende urbaine, par contre. C'est que dans le jeu Yakuza, ou Like a Dragon, comme on l'appelle aujourd'hui, mais Yakuza 0, qui se déroule dans les années 80, donc c'est techniquement un flashback, et tu dois couvrir en fait la sortie d'un jeu qui est un simili Dragon Quest, et il y a un petit garçon qui est en train de chialer, et il s'est fait pétasse son Dragon Quest, son RPG. Et du coup, toi, en tant que Yakuza, tu dois mener l'enquête. Et en fait, tu te rends compte que c'est un grand trafic de Yakuza derrière et tout. C'est une quête très, très drôle. Et le patron d'alors de la série Yakuza, qui s'appelle Nagoshi, a demandé à Yuji Horii, est-ce que tu nous autorises à faire ça ? Il a fait, allez-y, amusez-vous. Et l'ironie du sort, c'est que ensuite, Yakuza est devenu un vrai RPG. Puisque à partir de Yakuza 7, le héros, il prend une épée, il devient je suis le héros, exactement comme dans Dragon Quest, et avec une série qui se déroule presque au tour par tour. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. Mais l'influence de Dragon Quest, non pas pour l'éducation nationale, mais oui pour les Yakuza. On l'a dit, en France, en revanche, on va n'avoir que l'épisode 8 de Dragon Quest, 20 ans après la sortie. Ouais. Bastien, comment ça se fait qu'on a mis autant de temps ? On en a parlé tout à l'heure. Les Japonais étaient persuadés que l'Occident, si, parce qu'en Amérique du Nord, la série sortait sous un autre nom, d'ailleurs, Dragon Warrior, au début. Mais ils étaient convaincus qu'en Europe, ça ne nous intéresserait pas. Et alors, avec l'arrivée de la 3D, parce que Dragon Quest, il faut le savoir quand même, c'est une série qui, techniquement et esthétiquement, visuellement, n'était pas très à jour. C'est-à-dire que technique par rapport à Final Fantasy qui essayait à chaque fois d'apporter une innovation visuelle et graphique. Et donc je pense que ça a été un frein pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'un peu comme FF7, premier Final Fantasy sur PlayStation, ça a été vraiment un moteur pour dire voilà, c'est un RPG en 3D. Et bien Dragon Quest 8, qui est sorti sur PlayStation 2, avec en plus le style Toriyama qui était rendu à la perfection dans ce qu'on appelle le cel shading, donc ce rendu très bande dessinée, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment très, très particulier. C'était peut-être la meilleure porte d'entrée
à l'époque, on le pensait en tout cas pour la série. Et c'est ce qui a fait connaître la série. Alors, l'Odyssée du Roi Maudit, je ne sais plus s'il était numéroté ici. Je crois qu'il était quand même numéroté à l'époque, Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Ça a été le premier en Europe. C'est pour beaucoup de gens qui nous regardent peut-être d'ailleurs le premier Dragon Quest. Ils sont bien tombés, c'est plutôt un bon épisode. C'est un bon épisode et ça a peut-être encouragé certains ensuite à découvrir les épisodes précédents. Est-ce que justement, on fait souvent la comparaison depuis tout à l'heure avec Final Fantasy parce qu'on connaît mieux Final Fantasy. Est-ce que Final Fantasy a aussi, ou plutôt n'a pas aussi vampirisé un peu l'attention tout en permettant une meilleure ouverture sur le JRPG? Mais est-ce que justement, on n'avait pas des attentes très très hautes à cause de Final Fantasy et ça a un peu éclipsé en Occident? Final Fantasy en plus avait cet atout à l'époque d'avoir des cinématiques. Quelque chose des cinématiques vraiment. C'est le succès du 7. CGI qui était vraiment très joli. Bon, quand on les regarde aujourd'hui, celles du 7 nous font sourire. En tout cas, les plus Mais jeunes, je pense. À l'époque, on était tous. Voilà, comme on le voit sur les images, c'était très impressionnant. Dragon Quest, il n'y avait pas trop ça. Dans le 8, si je ne dis pas de bêtises, c'est encore le moteur du jeu qui fait tourner les cinématiques, donc les moments un peu importants de l'histoire. Donc c'est vrai que pour les amateurs de technologie, d'avancée, de ceux qui sont très attachés à l'esthétique des jeux, Final Fantasy avait toujours un petit peu ce temps d'avance. Et puis encore, il y avait cette volonté, et elle est encore là d'ailleurs, de se renouveler d'un épisode à l'autre. Là où Dragon Quest, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que Dragon Quest 12, a priori, ce sera encore du tour par tour. Et on va retrouver tous les codes de ce qui fait le succès de la série au Japon. Il y a juste un truc, c'est que... en fait, Final Fantasy a à la fois vampirisé, comme tu dis, mais il a aussi sauvé Dragon Quest en Occident, parce que sans le succès de Final Fantasy VII, jamais on aurait eu une importation massive de JRPG comme on l'a eu, puisqu'en fait, le JRPG, faut le dire, pendant les années 90 et même le début des années 2000, c'est le genre roi au Japon, mais de très loin. Et il n'y en a quasiment aucun qui sortait en France. Enfin, c'était famélique, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas imaginable d'avoir de si grosses productions qui sortent pas au moins simultanément, ou alors dans la foulée. J'allais dire, parfois, il y avait 1 à 2 ans d'attente. Ouais. Quand un RPG sortait en Occident, c'était 2 ans plus tard. 2 ans, alors que maintenant, on a des sorties worldwide pour Final Fantasy, pour Persona, enfin pour le Megami Tensei. On se rend pas bien compte, mais c'est vraiment inimaginable au début des années 2000. Ouais, Fire Emblem, on dit ça, mais Fire Emblem, qui est une des meilleures séries de Nintendo, ne sortait même pas. Enfin, il a fallu fallait attendre le milieu des années 2000 pour qu'il daigne apporter. Les gens ne croyaient pas. On pensait que les gens avaient besoin d'une implication d'action dans leur jeu en Occident, et c'est pas du tout vrai. Ça a duré aussi pour Monster Hunter avant que la série arrive en Occident. Ça a énormément traîné, alors qu'aujourd'hui, ça paraît une évidence. Toutes ces séries apparaissent une évidence. Tu posais une vraie question qu'on va se poser aussi nous maintenant. Qu'est-ce qui reste de l'héritage Dragon Quest? Parce que maintenant que Toriyama est décédé, que Sugiyama est décédé aussi, il reste que Ori qui est donc aux commandes tout seul du. Enfin, tout seul. C'est une image. C'est sans doute son dernier numbered title, comme on dit. Ouais. Parce que le temps de production de celui-là, plus ça fait un moment que les fans de Dragon Quest attendent quelque chose. Ça fait 10 ans que le 11 a été annoncé, ça fait 10 ans, donc voilà, ils ont le temps ne se raccourcit pas. Le problème, l'héritage de Dragon Quest, c'est que Square Enix va avoir une licence incroyablement populaire, présente dans l'imaginaire collectif de tous les Japonais, mais qui en même temps n'aura plus ses artistes originaux. Mais comme toutes les sagas, il va falloir que l'éditeur trouve la manière de se renouveler. Mais on voit en ce moment, que ce soit Final Fantasy, que ce soit Dragon Quest, ou même dans le cinéma, comme pour James Bond, c'est-à-dire que c'est des grandes licences, et puis tout d'un coup, c'est plus les gens qui les ont imaginées, c'est plus la famille originelle. Alors, c'est une période à risque, c'est-à-dire, est-ce que ça va... La question, c'est pas est-ce que Dragon Quest 12 va se vendre, qu'est-ce qu'ils vont faire de Dragon Quest 13 ? Ça, c'est parce que Dragon Quest 12, il va sortir d'ici 2 ans, j'imagine. Et il se vendra, il aura ses fans et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est l'après Yuji Horii. Et ça, c'est encore... C'est un vrai souci. Mais je pense que, si tu veux, de manière prosaïque, je pense que si Saito est tellement mis en avant dans la communication du Dragon Quest, c'est parce que c'est lui qui va prendre... C'est l'héritier. C'est lui l'héritier naturel, c'est le producteur des derniers jeux, et c'est un génie, hein. C'est le mec qui a produit Nier Automata. C'est pas un débutant, c'est un mec qui s'il est là pour le 12, c'est qu'il y a une bonne raison à ça.
on n'a pas trop de mal à imaginer un style Toriyama repris. D'ailleurs, je pense que pour Dragon Quest 3 Remake, il me semble que les illustrations avaient été un peu repensées par d'autres artistes, sans remettre en question le talent de Toriyama et de Sugiyama. C'est encore possible d'imiter un certain style, là où Ori a quand même un génie qui est pas vraiment imitable, à part avec d'autres personnes qui auraient un vrai talent. Je tiens à dire quelque chose, c'est que Final Fantasy a quand même cette particularité aussi d'être développé par des équipes différentes à chaque nouvel épisode. Donc ça montre bien que qu'on peut avoir une certaine unité dans une série, même quand c'est pas les mêmes personnes qui sont aux commandes, parce qu'au Japon, ils aiment bien avoir notamment des bureaux de supervision de la licence. Ils vont pouvoir quand même s'assurer que tous les codes et toutes les cases sont cochés. Les héritiers de Toriyama, on sait, sont toujours extrêmement impliqués dans toutes les licences qui reprennent. Je vois pas Dragon Quest se révolutionner. Voilà, si vraiment toute l'équipe part, je pense qu'il y aura quand même une tradition qui sera respectée. Est-ce qu'ils ont besoin de s'occidentaliser ? Parce qu'on sait que alors Final Fantasy, quand ils l'ont fait avec le 16, c'était peut-être pas forcément une belle réussite, mais Dragon Quest, avant, il avait Final Fantasy face à lui. Il y a Persona qui a la cote aujourd'hui auprès des plus jeunes. Mais ils ont tenté de... Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils ont tenté de s'occidentaliser avec Dragon Quest 12. La première version de Dragon Quest 12, celle qui a été montrée il y a 4 ans. 4-5 ans, c'était supposément... Pour les 35 ans. Quelque chose de plus noir. Pour les 45. Quelque chose de plus noir, quelque chose de plus mature. C'est ce qu'a promis Ori, ça. C'est ce qu'avait promis Ori. Et finalement, ils reviennent 4 ans plus tard en se disant, finalement, ça fonctionne pas trop, on change de titre, on change de direction. Et je peux comprendre, parce que Ori, il a envie de partir sur une victoire. Enfin, je pense aussi que ils se sont dit, c'est pas... Voilà, entre-temps, il y a Toriyama qui est décédé, il y a Sugiyama qui est décédé. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un truc aussi expérimental et dark pour Et FF16 est passé par là aussi, avec malheureusement le succès qui n'a pas forcément été au rendez-vous, et je pense qu'ils veulent pas faire une FF16. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'on peut devenir plus mature comme il le promet, plus sombre, et garder en même temps le concept de ce qu'on disait au début, de doudou, de conte de fées? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où ça va être un choc de concept? Si on veut un Dragon Quest plus sombre, ça veut dire qu'il faut s'affranchir du bestiaire si mignon qu'on connaît, et pour moi c'est pas compatible. C'est pourtant voilà, un RPG un peu plus sombre, ça existe. Shin Megami Tensei, par exemple, en est un exemple, et les monstres sont beaucoup plus terrifiants. Donc c'est pour ça que oui, c'est peu de le dire. Et je pense vraiment pas qu'il y aura un renouveau, et c'est pas le rôle de la série. Et même pour l'Occident, je pense que justement, on a quand même toute une branche de joueurs qui sont en manque de RPG en tour par tour. Ils trouvent leur compte avec Persona, mais qui a des influences plutôt contemporaines. On est plus en plus dans de la relation sociale. Voilà, c'est des histoires de lycéens. C'est de son temps. Exactement, c'est plus contemporain. Oui, c'est pas la place d'un Quest de faire les drames. Ça se passe à Shibuya. Enfin, on est vraiment dans des situations. Mais Persona se dit héritier aussi de tout ça, de Dragon Quest. Parce que c'est du tour par tour et que c'est un RPG. Mais en fait, je pense que la limite, la comparaison s'arrête là, à mon avis. Oui, c'est le respect du papa, quoi. Ouais. Messieurs, on arrive au bout de cette émission. J'ai une question pour vous. Pour des gens qui n'ont jamais fait Dragon Quest, quel est l'épisode idéal pour débuter, Daniel? C'est simple. En fait, il faut prendre toujours les derniers qui sont sortis, parce que déjà, c'est les plus accessibles sur les consoles d'aujourd'hui. Donc le 11... Donc le 11 sur sa Switch, ça fonctionne à balle. En plus, c'est un jeu qui a été pensé comme étant le jeu somme. C'est-à-dire, c'est vraiment un petit peu de tout. C'est vraiment la bonne bouillabaisse, Dragon Quest 11. Non, mais vraiment, c'est un jeu... Il sort sur Switch 2 bientôt. C'est un jeu qui ressort sur Switch 2 en septembre. C'est vraiment très efficace et tout. Donc voilà, les derniers jeux sortis, c'est toujours le bon choix. Il y a Dragon Quest 3 qui est ressorti l'année dernière. Dragon Quest 3, c'est un bon jeu pour prendre ses marques, parce que c'est de la 2D, mais ça reste de la HD et tout ça. Je pense que soit Dragon Quest 3, soit Dragon Quest 11. Évidemment, mon épisode de cœur, c'est Dragon Quest 5. Mais... gageons que dans 10 ans, ils vont le rééditer encore. Ils vont faire un petit remake, remaster. Non, mais c'est cyclique. Ils vont un jour faire un nouveau remake du 4. C'est un jeu... J'ai déjà vu 3 Dragon Quest 5 de mon vivant, ou 4 Dragon Quest 5 de mon vivant. Il y en aura bien un 5e, je veux dire, c'est évident. Neverending. Bastien? En 2026, je dirais Dragon Quest 11, effectivement. Si vous avez l'opportunité de pouvoir jouer à la version DS de Dragon Quest 5, ça reste quand même un épisode super, mais ça veut dire qu'il faut aller chercher sa DS. Mais il faut chercher la DS, et je crois que la cartouche, elle cote un peu, quoi.
C'est vrai. Oui, elle C'est est à vrai, 150 5000 exemplaires malheureusement. Elle est à donc, 150 Ah ouais. balles. Ouais, elle est à 150 balles ou 200 balles, ouais. ouais, ça cote Il est beaucoup. sympa, il a pas dit qu'il fallait jouer à Final Fantasy Là, plutôt qu'à jouer à Dragon Quest. Je on vois est là tes pour ça. yeux qui brillent, là, tu te dis, est-ce que j'ai encore ma version Alors, presse alors non, mais je crois que je l'ai sur la DS, rigole pas. Parce ouais que j'ai quand même essayé de jouer à Dragon Quest une fois. Mais t'as encore ta cartouche Mais je crois, faudrait que je regarde. Je te jure, je Oh là regarde ça et je te là, oh dis là ça. là. Oh là Ah, là, je la les mets va- sous clé maintenant. Les Maintenant vacances, que tu les m'as dit- vacances aux Bahamas, là. Maintenant que tu m'as dit ça, je vais la mettre sous clé. On a oublié de parler du 7 qui est ressorti sur c'est vrai dans qu'il y une a le version 7. réimaginée Ah mais oui, sur, le 7, sur le 7 Switch, très mais bon, pas que. très 7 refait, très bon choix. Ouais, très bien. Disponible sur Sur toutes les consoles, Switch, à peu près. Moi, je PlayStation, recommande sur PC, Switch parce que ça permet même d'y Xbox. jouer dans le train. Ouais. Voilà. Bon, ben, Ah ouais, DQ7, oui, très bon choix. ah bah voilà, vous avez le choix. Le 5, le 7, le 11, numéro complémentaire le 12, peut-être l'année prochaine. Ah, Et c'est- non, Oh là là, je Non, m'engagerai pas. non, non, ils pas ont dit l'année au moins prochaine. 2 ans. On Donc, se faudra donne rendez-vous en attendre. 2028 peut-être. Bah, s'il n'y a super. pas de date, c'est... Bah, merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager Merci à toi. Merci à votre toi. culture Dragon Quest. Je vais voir si je m'y mets, si vous m'avez convaincu ou pas. T'as peut-être un peu d'avion. J'ai forcément, t'as j'ai une des Switch. avions. J'ai peut-être une version DS à retrouver avant de prendre l'avion. Bastien, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. D'avoir donc, on te lit sur ffring.com. ffring.com. On peut lire du Dragon Quest aussi. Oui, on s'élargit. J'ai vu. Bien sûr. Regarde, hop. Et voilà, refait, j'allais te le dire, la légende Dragon Quest chez Sœur d'édition pour le sieur Daniel. Merci Daniel, à on toi. te retrouve où? Partout. On me retrouve essentiellement sur Sumiasen Turbo, sur YouTube, chaîne qui est consacrée aux jeux vidéo japonais, à la pop culture japonaise. Voilà, si ça vous a convaincu Dragon Quest d'en savoir plus sur le JRPG, eh bien allez écouter tous On ces en messieurs parle qu'on embrasse. Et puis nous, on se retrouve en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech et sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment en podcast partout. Voilà, jouez à Dragon Quest, celui que vous voulez, et sinon il y a tout le rattrapage du mois de mai à faire en attendant les prochains jeux. Allez, jouez bien et à très vite.